Au Nigeria, les enlèvements et exécutions toujours courts. Un travailleur humanitaire nigérian enlevé avec 5 autres personnes par un groupe djihadiste dans le nord-est du pays en juillet a été exécuté selon une ONG. Inauguration à Dakar d'une mosquée monumentale présentée comme la plus grande d'Afrique de l'Ouest. L'ouvrage, qui est une action de la confrérie des Mourides, l'une des plus puissantes au Sénégal, a requis 9 ans de travaux. La force paramilitaire soudanaise a annoncé avoir arrêté 138 Africains, dont des dizaines de Soudanais. Ils ont été appréhendés alors qu'ils tentaient de se rendre illégalement en Libye voisine. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les enlèvements et exécutions toujours courts au Nigeria. Un travailleur humanitaire nigérian enlevé avec 5 autres personnes par un groupe djihadiste dans le nord-est du pays en juillet dernier a été exécuté. C'est ce qu'a annoncé l'ONG française Action contre la faim, dont les bureaux ont été fermés par l'armée la semaine dernière. Reportage. Les otages avaient été enlevés le 18 juillet lors de l'attaque de leur convoi. C'était sur la route entre la capitale de l'État du Borno, Maïdougouri, et la ville de Damasak, au nord-est du Nigeria. Un des chauffeurs avait été tué pendant l'embuscade. Peu après l'enlèvement, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, affilié au groupe État islamique, a publié une vidéo d'une femme employée de l'ONG Action contre la faim, ACF, demandant la libération des otages avec les 5 autres prisonniers, des hommes, se tenant derrière elle. Mercredi, un communiqué faisait état de ce que le groupe armé retenant captif une salariée d'Action contre la faim, 2 chauffeurs et 3 personnels du ministère de la Santé a exécuté en otage. Aucune précision sur lequel des otages a été tué. ACF condamne dans les termes les plus forts cet assassinat et appelle de manière urgente à la libération des 5 autres otages qui sont aussi de nationalité nigériane, en rappelant que ces derniers étaient présents dans le nord-est du pays uniquement pour venir en aide aux plus vulnérables. L'ONG se dit particulièrement inquiète et totalement mobilisée pour s'assurer qu'ils puissent être en sécurité rapidement et retrouver leurs familles. La semaine dernière, l'armée nigériane avait obligé ACF à évacuer ses bureaux de Maïdougouri et d'Amatourou dans l'état voisin de Yobe, accusant l'organisation humanitaire d'aider et d'encourager les terroristes en leur fournissant nourriture et médicaments. Les relations entre l'armée nigériane et les ONG dans le nord-est du Nigeria ont toujours été très tendues. La force paramilitaire soudanaise a annoncé avoir arrêté 138 Africains, dont des dizaines de Soudanais. Ils ont été appréhendés alors qu'ils tentaient de se rendre illégalement en Libye voisine. Reportage. Des dizaines de ressortissants africains ont été arrêtés par les forces de soutien rapide soudanaises dans une zone désertique à quelques 100 km au nord de Khartoum. Au nombre de 138, ils ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de se rendre illégalement en Libye. Dans un communiqué, les forces de soutien rapide, RSF, ont indiqué que des Tchadiens et des Éthiopiens faisaient également partie des personnes arraisonnées dans le désert aux confins du Soudan, du Tchad et de la Libye. Les concernés de différentes nationalités qui essayaient de traverser illégalement la frontière avec la Libye ont été interpellés le 19 septembre. Mercredi, les forces de soutien rapide ont fait visiter à des journalistes la zone désertique de Gouz Aboudloa où certains de ces Africains étaient détenus. Les RSF ont également indiqué dans le communiqué avoir saisi 6 véhicules appartenant aux passeurs libyens qui transportaient les migrants. Il faut dire que le Soudan est un carrefour clé pour les routes migratoires à destination de l'Europe. À partir de ce pays, les migrants rejoignent la Libye ou l'Égypte, d'où ils entrent en contact avec des passeurs qui les entassent sur des embarcations de fortune avant une périlleuse traversée en mer Méditerranée en direction de l'Europe. Ces dernières années, des membres des RSF qui ont par le passé été accusés de violation des droits humains dans la région soudanaise du Darfour ont été déployés le long de la frontière avec la Libye pour empêcher le passage clandestin des migrants.
En Algérie, un tribunal militaire a condamné à 15 ans de prison Saïd Bouteflika, frère du président Abdelaziz Bouteflika, déjà déchu. Il était jugé pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Des précisions à travers ces images. 15 ans de prison, c'est la peine à laquelle Saïd Bouteflika, frère du président déchu Abdelaziz Bouteflika, a été condamné par un tribunal militaire algérien. Le parquet de Blida a requis mardi 20 ans de prison pour Saïd Bouteflika, qui s'était imposé comme l'homme fort du régime, et pour les autres prévenus jugés dans ce procès, ouvert lundi, loin des caméras. Seuls les avocats et les familles des accusés avaient le droit d'assister aux audiences. Ce procès emblématique a lieu après une vague d'arrestations massives dans l'entourage d'Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission début avril, après des mois de mouvements de contestation inédits. Le général Toufik et son successeur à la tête du renseignement, Atman Tartag, ainsi que la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, jugés dans la même affaire devant le tribunal militaire de Blida, au sud d'Alger, ont écopé de la même peine. Le tribunal a également condamné à 20 ans de prison l'ancien ministre de la Défense et ex-chef d'état-major de l'armée, Khaled Nezar, son fils Lotfi, ainsi que Farid Ben Hamdine, gérant de la société algérienne de pharmacie, tous les trois jugés par contumace dans la même affaire. Il faut dire que les prévenus étaient tous jugés pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Fermer les commerces et s'exposer à la foudre des autorités de l'armée ou risquer le pire en bravant les journées villes mortes imposées par les séparatistes. C'est le terrible dilemme des habitants de Bouéa, ceci à 6 jours du grand dialogue national sur le Cameroun anglophone initié par le président Paul Biya. Reportage. Chaque lundi, cette capitale de la région du Sud-Ouest, l'un des deux territoires anglophones, tourne au ralenti pour empêcher la politique de ville morte des sécessionnistes, dont des groupes armés violents qui réclament l'indépendance dans un Cameroun très majoritairement francophone. Des représentants de la mairie posent des scellés aux tests menaçant sur les commerces restés fermés. Tout le monde est touché. Moi qui vous parle là, on a brûlé ma voiture. J'étais passé tous les voisins. Le tout premier lockdown, nous sommes réveillés très tôt le matin, on a vu le feu dans toutes les voitures. C'est ça. Nous avons peur. On regarde à gauche, à droite, confirme un commerçant anonyme resté ouvert lundi. Il dit craindre de voir arriver à tout moment les Omba Boys, les miliciens des séparatistes qui veulent créer leur État, l'Ambazonie, dans cette portion anglophone du territoire du Cameroun. Si, avant la crise anglophone, vous pouviez faire un chiffre de 5 millions par mois. Aujourd'hui, vous n'êtes plus capable de faire 500 000. Donc, c'est une chute libre. Toutes les personnes approchées à Bouéa affichent leur lassitude, mais attendent peu du grand dialogue national que le président Paul Biya, qui dirige le Cameroun d'une main de fer depuis 37 ans, a fini par concéder il y a 2 semaines. C'est très mauvais. Ça fait 3 ans aujourd'hui que nous souffrons. Nous avons donc vraiment besoin de paix. Nous prions pour que, concernant le dialogue qui arrive, nous prions pour que tout aille bien afin que la paix règne et que notre pays redevienne ce qu'il était auparavant. Il se tiendra du 30 septembre au 4 octobre, mais à Yaoundé, la capitale, sous l'égide du Premier ministre, et sera boycotté par nombre de mouvements séparatistes anglophones et certains partis de l'opposition camerounaise, dont de nombreux cadres et leaders sont emprisonnés. Nombre d'anglophones prônent la partition, se disant étrangers au reste d'un pays à plus de 80% francophone et dont le pouvoir, selon eux, accapare les postes et les richesses. Inauguration à Dakar, au Sénégal, d'une mosquée monumentale présentée comme la plus grande d'Afrique de l'Ouest. L'ouvrage, qui est une action de la confrérie des Mourides, l'une des plus puissantes au Sénégal, a requis 9 ans de travaux. Reportage. Le chef-d'œuvre est d'une capacité d'accueil de 30 000 places, d'une superficie totale de 60 000 mètres carrés. Il aura fallu 9 années pour son achèvement. Entièrement financé par les membres de la confrérie Mouride, l'ouvrage est d'un coût évalué à 30 millions d'euros. Dakar, la capitale du Sénégal, abrite ainsi l'une des plus grandes mosquées d'Afrique. En fait, on est sur un site qui fait 60 000 mètres carrés.
Donc 60 000 m² répartis en 3 parties. Et c'est au milieu que nous avons édifié la mosquée. On n'a pas eu de dons extérieurs. Donc c'est tout un symbolisme qui tourne autour de cette mosquée, qui n'est pas tout simplement fait pour une confrérie bien déterminée, mais c'est fait d'abord pour tout le pays. Donc sur l'aspect culturel, donc tout le monde rentre, de toute culture et de toute obédience. Sur l'aspect religieux, c'est tous les musulmans d'une manière générale, mais le privilège est revenu aux mourides, c'est les mourides qui l'ont initié et qui l'ont construite. Une merveille pour les fidèles de ce pays d'Afrique de l'Ouest à plus de 90% musulmans. Ce jeudi et vendredi, ils seront 1600 à assurer la sécurité des visiteurs attendus par dizaines de milliers et à tenter d'endiguer les bouchons qui s'annoncent monstres malgré un plan de circulation spécial mis en place par les autorités. La mosquée Massalikul Jinan, qui veut dire les chemins du paradis, tire son nom du titre d'un des poèmes du fondateur au 19e siècle du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Environ 10 000 touristes se trouvaient en Tunisie lors de la faillite de Thomas Cook, dont 4 500 Britanniques qui sont en train d'être rapatriés, a indiqué déjà ce mardi le ministère tunisien du Tourisme. Le gouvernement britannique a affrété en effet des avions pour rapatrier ses ressortissants jusqu'au 6 octobre, ont indiqué le ministre René Trabelsi et l'ambassadrice britannique Louise de Souza. Images et son. Outre les Britanniques, parmi les autres touristes figurent des Belges qui seront rapatriés par leur gouvernement et des Français et Allemands dont la situation ne nécessite pas de rapatriement, a indiqué le ministère. Le marché est très faible de Thomas Cook sur la Tunisie et il représente 3,5% de marché global. Thomas Cook Angleterre, actuellement, il est à 107 000 clients depuis le 1er janvier, alors qu'on est à 7 millions de touristes aujourd'hui qui sont rentrés en Tunisie. Les réservations annulées pour l'arrière-saison représentent environ 30 à 40 000 séjours, a-t-il ajouté. Le 9 millions, on va arriver avec ou sans Thomas Cook, parce qu'on estime que Thomas Cook aurait fait jusqu'à 31 décembre encore 40 000 clients. Mais les 40 000, peut-être on va récupérer 20 000 par d'autres TO anglais, mais ça ne va pas jouer sur le nombre total. Le voyagiste a fait faillite avant d'avoir réglé les factures pour la haute saison estivale, laissant plus de 60 millions d'euros d'impayés selon les premières estimations de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie. La FTH a appelé l'État tunisien à soutenir les hôtels touchés par des crédits d'impôt et autres facilités. Donc au moment de la faillite de Thomas Cook, il y avait 10 000 à peu près ressortissants européens, qu'on va 4 500 britanniques, 2 500 français, 2 500 allemands, et le reste c'est la Belgique, la Hollande et le reste. Mais encore, les grands opérateurs, tour opérateurs, ont encore leur place, hein. Ils ont encore de beaux jours devant eux, mais l'Open Sky, je pense que c'est vraiment une réponse à la crise que nous venons de vivre. Surtout que pour nous, les hôteliers, ça rééquilibrera le rapport de force que nous avons avec les tours opérateurs. Le pionnier des voyagistes a brutalement fait faillite lundi, contraignant les autorités à lancer immédiatement un rapatriement hors norme de ces quelques 600 000 clients en vacances dans le monde. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.